J'aime entrer dans un musée et être justement imprégné de l'œuvre. C'est un peu, on en a parlé hier, des parents qui disent il y a des écrans partout, etc. On aimerait mieux que le musée soit exempt de cette technologie et soit un lieu à part. Donc, j'aime aller... Bon, mais... voilà. Mais c'est correct, mais il y a certainement des personnes qui partagent votre point de vue, puis je trouve ça intéressant que quelqu'un l'exprime aussi. Je vous remercie. Pourtant, je sais, c'est paradoxal, parce que je sais qu'il y a plein de choses à dire, qu'il y a plein de possibilités. J'en suis consciente, mais c'est comme si ça arrive en contradiction. Je suis intéressée par le projet, on le fait, puis je trouve ça vraiment intéressant, mais de l'insérer dans ce lieu et qui conserve l'origine de cette exposition qui était extrêmement contemplative. Il faut voir que c'est un lieu où on reçoit des visiteurs de partout, je l'ai dit, des Chinois, et le fait qu'il y avait des crèches de tous les... On a une collection en exposition des crèches de plus d'une centaine de pays qui sont très typés, etc. Et les gens peuvent aborder cela sans texte, pratiquement, sans appareil critique, et comprennent l'essence. Donc, il y a un contexte aussi, vous le disiez, plus contemplatif, où les gens sont Mais cela dit, déposés, même moi-même, quand je vais dans un musée, en général, je lis rien. Je regarde. OK, parfait. Donc, OK, Monsieur Blanchard, voulez-vous ajouter quelque chose? En fait, c'est très intéressant comme point de vue pour moi, parce que mon domaine de recherche, à l'origine, comme je disais, c'est un peu lié à l'intelligence artificielle, mais sur une dimension humaine, et l'objectif, c'est de se dire, finalement, au lieu d'avoir un type d'utilisateur, il y en a plein, et il y en aura toujours plein. C'est-à-dire les gens qui rentrent dans votre musée, certains sont intéressés à se déplacer naturellement, certains en recherche de sens, certains en recherche d'expériences sensorielles, émotionnelles. Et c'est vraiment des points de vue différents. Et en fait, mon domaine de recherche, c'est ça qui se pose comme question, c'est comment une seule et unique technologie peut répondre, quelque part, peut proposer une solution individualisée ou groupée, mais à différents types de publics. Et donc, dans cette situation, il y a une réflexion qui peut se poser. Et puis moi, ma manière de travailler, en tout cas quand j'ai rencontré Chantal et puis mes autres interlocuteurs, c'est de comprendre un petit peu la philosophie du lieu, comprendre un petit peu la ligne éditoriale qu'on veut se donner, voire les lignes éditoriales qu'on voudrait se donner. Et puis en fonction de ça, essayer d'avancer par petites étapes, un petit peu comme les matrochkas, et arriver à quelque chose qui soit gagnant pour le musée, gagnant pour le visiteur, et puis aussi gagnant pour la compagnie dans sa manière de se développer, de développer sa mission puis ses objectifs. Merci. Non, vous pouvez garder le micro parce que vous allez vous le partager parce que nous entrons maintenant dans la discussion. Je vous précise, oups, on a déjà quelqu'un qui va intervenir. C'est merveilleux. Oui, on vous écoute. Vous êtes monsieur? Bonjour, Henri Joachim, la Fabrique Créative. Je suis scénographe à Paris. Oui. J'ai une question pour Mme Lacombe et Monsieur Rivière. Oui. Dans la co-création, comment est-ce que vous envisagez le travail autour des handicaps, notamment moteur, parce donc il y a une question par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, moteur, visuel, auditif, etc. Sur le moteur, dans le cas de figure de la prison, j'ai un peu le sentiment que certaines zones sont un peu étriquées et sont difficilement accessibles au PMR. Et pour Monsieur Rivière, notamment sur le projet du Musée de la Libération, j'ai souvenir d'avoir répondu au concours et du coup il y avait une partie du cahier des charges qui était assez importante sur le PMR et notamment l'accessibilité aux catacombes et aux souterrains qui n'étaient pas accessibles. Comment est-ce que vous envisagez ça en termes de travail interne dans vos équipes et travail externe avec ensuite les entreprises? Merci. Oui. Dans le cas de souvenirs de prison, en fait, quand on parle de handicap moteur, la nature même du lieu nous permet juste pas de rendre ça accessible. Il aurait fallu enlever le cadre de porte parce qu'un fauteuil ne passe pas. Donc, c'est une préoccupation qu'on a au musée dans l'élaboration d'expositions, par exemple. Présentement, on travaille à un dispositif de table interactive pour un redéploiement de collection qui va ouvrir en novembre. Mais c'est des préoccupations qu'on a bien en tête, l'accessibilité, justement. Mais là, physiquement, c'était juste pas possible de rendre ce lieu-là accessible aux gens qui ont des handicaps moteurs. Malheureusement, c'est la nature même du lieu qui nous empêche.
Pour ce qui est des exemples que vous avez cités, donc déjà comme le citaient Laure et Agnès hier matin, en France il y a vraiment une loi sur l'accessibilité moteur de toutes les personnes à mobilité réduite dans les lieux, mais on peut avoir des dérogations au niveau de la préfecture quand on montre qu'on est dans un bâtiment historique, un monument historique, et que là on ne peut pas élargir les portes, ou on peut pas créer d'ascenseur. Donc pour le projet Libération, donc c'est on déménage un musée spécifique sur la Libération de Paris d'un endroit un petit peu difficile d'accès à un endroit beaucoup plus dans le centre, d'Enfer Rochereau. Et juste en dessous de ce bâtiment historique, il y a le PC de Roltanguy. Donc Roltanguy était le capitaine d'une faction de résistants, et c'est de ce PC-là qu'il a vraiment organisé les soulèvements populaires parisiens pour aider les Alliés à arriver dans la ville. Et ce lieu sera visité. Donc on est en train de travailler vraiment sur la réhabilitation de ce lieu, mais suite à des problèmes qu'on a eu sur le chantier, un ascenseur est toujours prévu, mais il est prévu plutôt à l'échelle 2020-2021, donc pour l'ouverture du lieu le 25 août 2019, pour les 75 ans de la Libération de Paris. Le lieu ne sera pas accessible PMR, donc on a demandé une dérogation, et on est en train de créer un outil de visite numérique de ce lieu qui sera à disposition des personnes à mobilité réduite à partir de l'espace accessible pour eux. Donc on est en train de voir comment on peut rendre la chose intéressante. Merci. Nous avons déjà une autre question, oui? Bonjour, je m'appelle Laurent-Michel Tremblay. J'aimerais un peu recentrer la discussion sur la co-création. Pour y avoir touché, je sais que c'est un processus qui n'est pas linéaire, un processus créatif qui n'est pas linéaire, et ça prend une certaine posture, comme un des termes que j'ai appris hier, une certaine posture pour accueillir cette flexibilité. Puis je sais que, mademoiselle du Musée national des Beaux-Arts, vous avez déjà commencé votre discussion en disant qu'on n'a pas une relation client et client et fournisseur. Il faut tout de suite changer son paradigme de travail. Puis selon moi, je crois que la co-création, c'est plus que juste du travail d'équipe. Fait que j'aimerais ça voir comment on vous entend parler sur comment vous vous arrangez, c'est quoi votre situation, votre mindset quand vous débutez un travail de co-création. Puis, est-ce que vous êtes capable de sortir de votre zone de confort qui est celle de votre tâche, votre mandat? Alors, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Merci. Qui veut répondre? Oui. La question était directement adressée à moi? Ou en fait, à l'ensemble du groupe, mais vous pouvez commencer. Oui. Effectivement, quand vous dites que la co-création, c'est plus que du travail d'équipe, je suis d'accord, parce que si on avait eu du travail d'équipe, je suis passée rapidement, parce que c'est un processus qui s'est fait quand même sur une période de plusieurs mois, mais c'était pas d'un côté, un intervenant faisait ci, de l'autre, un faisait ça, puis à la fin, on mettait tout ça ensemble. Et il y a, entre autres, je pense, dans un processus de co-création, un travail en amont qui fondamentale, c'est-à-dire justement de déterminer, comme on n'est pas dans un rapport justement de client-fournisseur, mais de déterminer comment qui a le dernier mot, qui est responsable de quoi une fois que le travail est livré aussi. Donc, dans le cas qui nous intéresse, oui, tout ce qui est développement technologique, c'est sûr que je ne me suis pas investie là-dedans, ce n'est pas mon champ d'expertise. Ceci dit, quand il a été le temps de la création sonore, j'ai participé autant qu'on s'est consulté à chacune des étapes, tous les intervenants du projet. Chacun apportait ses forces, bien sûr, mais on a élaboré, on a choisi les extraits des textes ensemble. Il y avait vraiment une dynamique où tout le monde devait participer à chacune des étapes qui a été mise en place. Et quand je parle du fait qu'il faut s'entendre aussi sur l'après, un exemple tout bête, la tablette ne fonctionnait plus il y a un mois. Donc, qui la change? C'est la responsabilité de qui? Est-ce qu'il y a des frais qui sont associés à ça pour le musée ou pas? Comment on s'arrange? Tout ça dans un travail de co-création. Oui, le projet appartient aux deux, mais ultimement, qui en est responsable? Tout ça, c'est important de situer les responsabilités de chacun. Mais je pense que ça prend beaucoup d'écoute et d'ouverture de la part de chacun des intervenants pour se placer dans une posture qui n'est pas nécessairement la sienne habituellement et arriver à un résultat qui dépasse ce qu'on aurait fait chacun de notre côté. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui. Pour répondre à la question aussi, je compléterai ce que tu as dit, Anne-Josée. C'est effectivement plus d'écoute, plus de temps, plus de complexité aussi.
parce que nous, on travaillait aussi avec la France, avec les citoyens de Saint-Jérôme, avec des experts numériques, et qui ont été d'ailleurs très à l'écoute de ce qu'on avait besoin, mais c'est beaucoup d'aller-retour à toutes les étapes au niveau des citoyens, puis des fois, ça partait des citoyens. Donc, ça nous sort de notre zone de confort parce que c'est pas forcément... On l'a vu avec... j'en ai pas parlé, mais il y avait 2 autres projets qu'on a fait avec la France. Et quand on est allé en France, ils n'avaient pas consulté les citoyens, puis il y a eu un flop total sur une des applications qu'on a réajusté au fur et à mesure. Mais c'est quand même un va-et-vient qui nous sort effectivement de la zone de confort, mais qui permet des fois d'avoir une dichotomie. C'est utile, ça ne l'est pas. Même les évaluations, ils ont questionné. Nous, on a amené l'expertise d'évaluation. Ils ont questionné ça. Et en même temps, c'était convenu d'avance dans les responsabilités. Mais ça a été très constructif et très enrichissant. Et ça donne quelque chose qui est encore plus, j'allais dire, exactement ce que le public voulait. Donc déjà, travailler dans le numérique, c'est sortir de sa zone de confort un petit peu tous les jours. Et pour la co-création en particulier, vu que la co-création, pour réussir une co-création, il faut déjà un groupe bien identifié, avec chacun une expertise particulière et un périmètre particulier, et surtout ne pas changer ce groupe sur des projets. Moi, j'ai des groupes mouvants, et comme à chaque fois, comme on vient de le dire, c'est beaucoup d'itérations, les personnes qui arrivent en cours de projet apportent quelque chose, donc on recule, et vraiment la co-création, c'est ce que disait Emmanuel, on trouve un terrain d'entente qui sera le meilleur pour le public, pas forcément pour le numérique, pas forcément pour autre chose. On est sur un terrain d'entente, donc il faut vraiment que les rôles soient bien établis et les groupes projets bien établis, parce que le travail est très long. Oui, au début, j'ai commencé ma présentation en disant que je me présenterais candidement, mais c'était pas si candide que ça, de dire que j'étais pas experte dans mon domaine. C'était ça, la difficulté de travailler. Avec Emmanuel, ben pas avec Emmanuel, mais ça, c'est quand moi je me retrouvais sur une chaise et j'étais complètement. D'habitude, je travaille, je sais ce que je fais et tout, et là, pas du tout. Alors, donc, on a des différents langages, des méthodes différentes, des procédés différents, des notions différentes, des lexiques différents. On parle presque une langue différente et il faut qu'on travaille ensemble. Donc, il y avait tout un processus de. Ben, juste moi, comprendre ce qu'il disait, je comprenais rien. Donc, il montrait même des images, mais dans ma tête, ça faisait aucun sens. Donc, moi, j'avais des méthodes de travail très particulières liées à un travail qui est physique. Je monte des expositions avec des objets, c'est concret, etc. Et on s'est rendu compte en travaillant, puis il y avait comme une frustration, en tout cas, parce que moi, je voulais arriver à un résultat parfait dès le début. Je voulais que quand on sort le truc, ça soit parfait. Et ça ne l'était pas, mais de toute façon, il n'y a rien de parfait. Mais bon, et Emmanuel toujours disait, oui, mais non, mais on va l'essayer, on va faire les tests et tout. Moi, je ne voulais pas. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, c'est en discutant, parce qu'on a aussi un travail avec mon équipe, alors un de mes techniciens m'a dit, sa femme est informaticienne, donc on arrive à mieux comprendre. Il me dit, oui, mais c'est parce que nous, dans un musée, quand l'exposition ouvre, il faut que ça soit bien. On ne va pas aller changer les cartels au fur et à mesure, et changer un objet, et changer un tableau de place. Alors que là, on a un outil qui nous permet d'évoluer et de pouvoir améliorer, transformer, etc. Et c'est ça que j'ai compris. Et là, ça m'a un peu relaxée. Je dis, OK, on peut aller à l'essai. Mais ça, c'était important de comprendre ça. Il y a beaucoup de choses que j'ai dû comprendre. Oui. Puis, je vous remercie, Mme Turbide, parce que je suis persuadée que vous décrivez la réalité de bien des gens dans la salle. Quand cette espèce de bibite-là, numérique, technologique, apparaît, il faut faire quelque chose avec ça. Puis, ce n'est pas notre domaine, on n'a pas été formés, on ne connaît pas ça, on ne connaît même pas le vocabulaire qui vient avec. On va aller à votre question dans quelques instants. Mais je voudrais entendre M. Blanchard, justement. Quel conseil auriez-vous à donner aux entreprises technologiques pour... comment aborder, comment rassurer, comment accompagner justement les clients qui sont peu familiers avec ça pour les aider à fixer leur objectif aussi? Parce que quand on plonge dans le numérique, on ne sait pas nécessairement... On a une idée, parfois on accroche à l'idée de « on va se servir des tablettes, mais sans trop savoir ». Il faut vraiment faire le focus sur l'objectif, le résultat visé.
Comment on peut aider les entreprises? Je ne suis pas sûr que je suis bien positionné pour parler. Peut-être quelqu'un d'autre dans la salle voudront compléter tantôt. Oui. Moi, en tout cas, mon ressenti, c'est, je pense que la plupart des compagnies technologiques, ou quasi toutes les compagnies technologiques qui travaillent avec vous, il y a des passionnés au sein. Donc, quelque part, c'est des gens qui aiment le patrimoine, mais ils ont des visions différentes de comment la technologie va servir le patrimoine. On peut même avoir, comme vous le mentionnez, des désaccords sur les moyens d'intégrer la technologie pour le bien des publics et puis pour le bien des institutions. Je pense que de toute façon, toute collaboration, c'est avant tout au niveau des humains, donc c'est beaucoup plus simple quand il y a, dans une certaine mesure, une amitié qui peut se créer entre les différents porteurs de projets, parce que c'est quelque chose où, justement, s'il y a des désaccords, s'il y a des mécompréhensions, on va prendre notre temps pour s'expliquer, pour, entre guillemets, apprendre en même temps. C'est pas une question juste que vous compreniez mon point de vue, mais c'est que la prochaine fois qu'il y a une divergence, vous soyez mieux outillés pour que on puisse avancer plus vite et que je sois mieux outillé aussi pour comprendre, on va dire, là où ça va bloquer, etc. Donc c'est vraiment un effort. Et puis ça, on le voit de toute façon dans tous les domaines interdisciplinaires. C'est vraiment un effort d'apprentissage, une activité collaborative, une activité de co-création, surtout quand les domaines sont différents. Merci beaucoup, merci. Madame, on vous écoute. Oui, certainement. Donc, Claudine Drolet, je suis du DigiHub Shawinigan. On est un incubateur d'entreprises numériques et on est en train de mettre sur pied avec le musée Pop à Trois-Rivières, le musée Olab, qui est un processus de co-création, en fait. Donc, moi, dans mon incubateur, j'ai une vingtaine d'entreprises qui ont des expertises diverses qui peuvent être liées à la muséologie. Et je les assois ensemble, ces 20 entreprises-là, pour réfléchir à des solutions qui seraient porteuses pour répondre aux enjeux, aux défis du musée. Donc, dès le départ, on travaille avec le milieu culturel, avec mes entreprises, puis avec les citoyens pour tester les prototypes. Donc, en différentes phases de co-création avec différents partenaires de co-création. Et je trouvais intéressant quand vous parliez des difficultés liées à la co-création en termes de dialogue, de compréhension de l'autre, parce que moi, c'est ce que je vis au quotidien, je l'apprends au quotidien aussi. Et c'est pas toujours naturel, c'est un processus d'apprentissage aussi. On est au début de notre projet. Et je me demandais quelles étaient les avenues que vous utilisez pour surmonter peut-être parfois cette crainte de partager ouvertement certaines choses. Pour un entrepreneur, entre autres, là, ça peut être parfois un peu particulier de travailler de cette façon-là, parce qu'habituellement, on travaille de manière plus compétitive et non collaborative. Ou encore avec un partenaire qui est plus un musée, là, peut-être que c'est un peu plus facile, mais là, c'est le langage qui est plus difficile. Donc, de quelle façon vous surmontez ces enjeux-là? Vous tous, en fait. Oui. J'ai commencé. Comme je disais, venant du milieu universitaire et puis travaillant dans les technologies de l'information et de la communication en général, moi, ça fait 15-20 ans que je travaille avec des experts de domaines différents. Donc c'est ce qui m'a amené à faire mon post-doctorat en psychologie, parce qu'à un moment donné, j'étais frustré de ne pas comprendre la moitié des choses qu'on me disait. Donc c'est devenu assez naturel, mais c'est pour ça que je mentionnais un petit peu à un moment donné que c'était un processus interculturel, parce qu'en fait, il y a beaucoup de problématiques qui arrivent. Vous lisez un petit peu la littérature sur les résolutions de conflits interculturels, vous avez les réponses. Vous avez vraiment le même genre de problème, mais posé sur des problématiques un petit peu différentes. Maintenant, pour ce qui est de plusieurs compagnies technologiques qui collaborent entre elles, ça dépend à quel point on est en confrontation directe ou pas. C'est-à-dire que, venant aussi du domaine de la recherche, généralement, je suis amené à parler uniquement de ce que j'ai fait quand j'ai déjà quasiment fini l'étape suivante. Donc, c'est ce que je conseillerais aux compagnies technologiques, c'est que si vous voulez... Et c'est un petit peu gênant, mais dans le sens, il y a, notamment quand on est en train de faire un doctorat, par exemple, si on commence à parler de son histoire, de ce qu'on veut faire, et qu'à la fin de notre doctorat, qui prend 3-4 ans, quelqu'un a déjà publié les choses, notre doctorat, il est mort. Donc même si les gens ils sont bienveillants, etc., au moins on veut être sûr que notre idée reste dans notre giron, pour que si quelqu'un a la même idée au même moment, on ne puisse pas l'accuser de « tiens, tu m'as piqué mon idée », parce que quelque part, les idées peuvent émerger au même moment dans des cerveaux différents. Donc pour moi, c'est important de garder une certaine vie privée, entre guillemets, sur les développements technologiques.
Merci pour votre question, parce qu'effectivement, à partir du moment où on ouvre à l'externe une idée, le coulage d'une idée, le coulage d'une technologie qu'on voudrait garder pour soi ou dont on voudrait garder au moins le punch de l'installation de l'idée dans un milieu, bon, il y a ce risque-là. Et on parlait tout à l'heure, on parlait aussi de mutualisation des services avec M. Rivière. À partir du moment où on ouvre et on partage, dans un contexte quand même de concurrence, parce que les musées aussi sont en concurrence les uns avec les autres, c'est délicat, effectivement. Comment vous traitez ça? Donc pour revenir déjà sur les startups, c'est vrai qu'à Paris, on a la chance d'avoir une vraie activité au niveau des startups, des incubateurs, très aidés par la ville de Paris. Et récemment, j'ai entendu des startups dire que être dans un incubateur, très bien, et s'il n'était pas spécialisé, c'était encore mieux, parce que justement, être incubé avec des concurrents potentiels, pas directement sur leur spécificité, mais qui pourraient tirer quelques informations, quelques technologies ou ce genre de choses, ça les dérangeait. Mais justement, j'ai été surpris parce que c'était la première fois que j'entendais ce point de vue-là, vu que d'habitude, on organise vraiment en thématique forte les incubateurs, ou du moins à Paris. Pour revenir sur la mutualisation, oui, même au sein des 14 musées de la ville de Paris, il y a de la concurrence. C'est des concurrences souvent basées non pas sur des spécialités de collection, mais sur des personnalités peut-être de directeurs ou de conservateurs. Et on voit très bien qu'il a fallu s'adapter, et c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on expérimente plutôt sur ce que l'on appelle des petits musées qui sont plus porteurs, plus faciles de s'adapter, les équipes sont plus facilement mobilisables que sur les grands, mais les grands sont extrêmement ravis plus tard de venir prendre les technologies qui ont été expérimentées ailleurs. Mais c'est vrai que dans l'autre sens, ça se fait moins. Le grand qui expérimente pour le petit, ça se fait nettement moins. Il y a de la concurrence, et au bout de 5 ans, on a appris à voir quels seraient les bons terrains et comment après tout rester au niveau de la mutualisation sans vexer les uns et les autres. Mais c'est vraiment vraiment quelque chose au jour le jour, en connaissant extrêmement bien les personnalités, parce que malheureusement, ça repose sur les personnalités. Oui, OK. On va enchaîner parce que le temps file. On a une question ici dans la salle. Moi, je voulais réagir sur la co-création, en fait, parce que c'est sûr que dans un milieu de recherche, peut-être que la situation est différente, puis on va avoir tendance à garder, à cacher les développements technologiques jusqu'à publication. Mais nous, dans notre compte, on travaille en co-création depuis 16 ans avec toutes sortes de collaborateurs et partenaires. Je pense que c'est important que les règles du jeu soient claires au départ, mais la technologie évolue tellement vite que je trouve que ça ne sert à rien de cacher ce qu'on fait, parce que le temps que le projet soit terminé, on est déjà rendu ailleurs. Et je trouve qu'au contraire, on a plutôt tendance à ouvrir, parce que ce qu'on réussit à faire à 2, à 3 ou à 4, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul. Ou est-ce que chacun apporte une expertise différente et complémentaire et qui nous permet de faire des projets plus grands que nous-mêmes. Alors, moi, c'est ce que j'ai tendance plutôt à favoriser l'ouverture et le partage. Merci d'avoir partagé votre point de vue avec nous. Revenons sur la mutualisation aussi. Madame Lacombe, je sais que vous faites partie, je pense, de l'Alliance culture numérique ici à Québec. C'est l'occasion de on donne l'occasion aux gens de faire un contact avec les entreprises technologiques, la recherche universitaire, la culture. Ce genre de rencontre-là, j'imagine que ça vous donne un terrain neutre où il n'y a pas ce souci-là aussi grand de concurrence ou de risque de retombées négatives à partager les idées. Là. Effectivement, et dans le cas précis de l'Alliance culture numérique, c'est pas seulement le milieu muséal qui est présent, c'est vraiment l'ensemble des organismes culturels de la région de Québec. Donc, c'est beaucoup une plateforme qui vise à favoriser des rencontres, d'abord et avant tout, et à discuter des compétences et des besoins de chacun. Et justement, Souvenir de prison est né de ça. La rencontre s'est effectuée au sein de l'Alliance et pour la rencontre avec PIC Média et par personne interposée pour la collaboration à l'Université Laval. Ceci dit, on parle beaucoup de mutualisation depuis tout à l'heure, co-création,
tout ça, je trouve ça intéressant, mais je reviens un petit peu au non-mais de tout à l'heure, parce que, oui, on peut mettre des choses en commun d'une institution à l'autre, mais quand je compare, par exemple, le musée où je travaille, qui est un musée d'art où l'aspect contemplatif est, somme toute, très important, je me sens peut-être philosophiquement plus près de ce qui se passe à l'Oratoire que de ce qui peut se passer au Centre des sciences, au Musée de la civilisation, par exemple, parce que le numérique ne peut pas occuper la même place dans les salles, parce que, oui, on a des publics différents, mais grosso modo, les publics viennent chercher des expériences différentes selon la nature de l'institution aussi. Et c'est là où, des fois, mutualiser, ça devient un petit peu complexe, parce qu'en tant qu'institution, en tant que lieu de diffusion culturelle, on n'a pas tous les mêmes besoins à la base non plus. Mm-hmm. Donc, voilà. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus? Oui. Bien, je pense que votre oui. Oui, vous avez raison. Les musées souvent les musées de beaux-arts. Puis bon, moi, je suis dans un endroit particulier aussi parce que c'est religieux. Puis il n'y a pas eu beaucoup de musées religieux. Et j'ai été surprise de lire dans des commentaires des visiteurs, dans toutes les langues, là, mais celles que je peux lire. Quelqu'un avait écrit, parce qu'à l'Oratoire, il y a beaucoup de gens, on reçoit 2 millions de visiteurs par année, c'est bruyant, il y a des enfants qui courent partout, etc. Puis quelqu'un avait écrit, le musée est le seul lieu calme et qui appelle au recueillement et presque à la prière. Ouais. D'ailleurs, j'ai même mis un agenouilloir devant une œuvre en me disant, allez-y. Donc, tu sais, c'est rendu que c'était le musée qui était le lieu de calme. Alors, j'ai dit, bon, ben, on va essayer de conserver ça peut-être. Alors, moi, j'ai pensé un peu, parce qu'on avait aussi, on discutait avec Emmanuel, est-ce que c'est mieux des choses à l'écrit? Moi, j'aime pas les gens qui ont les yeux rivés sur leur écran, mais si après, il y a des sons, il y a un problème. Puis, il a fait aussi le recteur, bon, qui nous laisse travailler et tout, me disait, en observant un peu, il m'a dit, oui, mais c'est pour les groupes que ça pose problème, les groupes qui viennent faire de la pastorale. Alors là, s'ils ont tous un écran, donc voilà, c'est ce qu'Emmanuel disait, ça ne peut pas s'adapter à tous les lieux, pas à tous les publics. C'est extrêmement complexe. Donc, on fait un outil, on essaie de le faire pour un public. Par contre, pour les langues, moi, c'est l'avenir que je vois beaucoup. C'est vraiment, moi, j'ai un cahier de commentaires extrêmement multilingue, là, avec des langues dont j'avais jamais vu l'écriture avant. Et je me dis comment rejoindre ces gens-là pour expliquer des choses. Un petit complément. Là, j'étais en France il n'y a pas très longtemps. Il y a plusieurs personnes de Toulouse. J'étais dans les environs, notamment au moment des Journées du patrimoine, et je suis allé visiter les châteaux cathares. Je ne sais pas si ça parle beaucoup à l'audience, mais en gros, c'est des châteaux qui parlent d'un épisode de l'histoire de France qui date d'il y a 800-900 ans. Et donc, au moment des Journées du patrimoine, je monte à un château qui s'appelle Montségur, qui n'est pas fondamentalement un château cathare. Et là-bas, j'ai eu la chance en fait, de tomber sur un guide qui en fait nous a raconté qu'en fait là où on était, c'était pas un château cathare, donc en fait il nous a raconté une histoire plus sous une démarche un petit peu de conteur, et ça a radicalement changé ma perception en fait du lieu et de comment je l'ai vécu. Et ça c'était assez génial, sauf que on était peut-être 40 personnes à écouter ce guide-là un samedi matin, mais il y avait énormément d'anglais, etc. Et eux ils seront venus, ils n'auront pas compris. Ah ouais. Et c'est là où le numérique a vraiment une plus-value, c'est si on arrive à créer de la qualité, éventuellement pour servir plusieurs langues, mais aussi pour servir plusieurs thématiques, parce que les gens peuvent venir aussi pour des raisons différentes, pour pouvoir comprendre différents aspects d'une même exposition. Là, on a quelque chose où c'est vraiment une plus-value du numérique, je pense, dans toutes les situations. En terminant, dernière question, j'aimerais, on ne peut parler d'eux spécifiquement, les médiateurs. Comment vous les intégrez, les médiateurs, dans votre processus de co-création? Donc ça dépend vraiment des projets et de l'importance de l'outil numérique au sein de la médiation globale. Vu qu'on parle de médiation numérique, mais il faudrait parler de médiation tout court, vu que la médiation numérique, c'est vraiment juste une sous-catégorie dans la médiation globale. Et quand les dispositifs sont vraiment indispensables à la compréhension, nous, on met des modes conférenciers qu'ils peuvent débloquer en venant faire
glisser sur un écran tactile, vraiment le faire coulisser pour qu'ils aient la main et que ce soit plus multi-utilisateur, par exemple. Et après, donc, ils peuvent faire la démo et utiliser les écrans si on a considéré que c'était vraiment un élément indispensable de la médiation globale. Et est-ce qu'on les consulte, les médiateurs, quand on est tout début du procédé d'idéation d'une nouvelle? On travaille avec, dans chaque musée, il y a un service d'action culturelle qui organise toutes les activités, composé de médiateurs, d'un responsable, de vraiment toutes les typologies, de plasticiens, d'artistes, de conteurs. Et bien sûr, ils sont intégrés au début. Pour notre part aussi, ils sont intégrés dès le début de l'idéation jusqu'à la validation. Donc à différentes étapes, mais ils sont là à l'idéation. Puis pour nous, l'outil numérique, je reviens avec le nommé aussi, dans le sens où souvent, c'est que ce soit un accompagnement quand il y a une médiation humaine. Si c'est nécessaire, ça devient un accompagnement, mais ça ne devient pas l'outil en lui-même. Puis sinon, comme là, dans le circuit d'art public, il n'y a pas de médiateur humain. Donc là, ça devient une aide aux visiteurs. Il faut bonifier l'expérience. De notre côté, en fait, on est dans une démarche vraiment un peu aussi de mutualisation avec différents lieux, différents types de patrimoine. Et l'objectif, en fait, c'est de comprendre donc, la diversité des problématiques pour créer un ensemble de boîtes à outils qui permet un meilleur storytelling, une meilleure narration. Et en fait, avec l'avènement de ces nouvelles méthodologies, vient le fait, en fait, de travailler avec les médiateurs pour leur dire, bon, très bien, on a toutes ces possibilités-là, mais comment on les utilise pour faire vraiment de la qualité. Et c'est là où, justement, on cherche à avoir un échange, justement, pour qu'ils ont leur méthodologie de travail, et puis en fonction des possibilités, des nouvelles possibilités qui sont offertes avec les technologies, pour faire évoluer ces pratiques vers quelque chose qui peut vraiment tirer le meilleur parti de ce que peut offrir la technologie.